Sur le plan formel, la tétralogie du monstre, donc j'ai mis les bandes dessinées là en avant si vous voulez les consulter plus tard, s'inscrit tout à fait dans la prolongation du style développé dans la trilogie Nicopole, qui a surtout fait connaître le BDiste français d'origine yougoslave, Enki Bilal. Grand dessinateur et grand scénariste, son dessin contribue davantage à créer une atmosphère dystopique et froide, il faut le dire, qu'à décomposer l'action. Et ces scénarios évoquent plus la tradition du roman de la science-fiction philosophique que de la bande dessinée traditionnelle. Le récit est par ailleurs très peu pris en charge par l'image et beaucoup par le texte, sous forme de récitatifs parfois très longs jusqu'à prendre la place de cases entières. Autrement dit, il n'utilise pas vraiment les codes et les possibilités sémiotiques de la bande dessinée et développe plutôt un genre hybride, un genre où ni l'image ni le texte n'a préséance, mais où le texte et l'image travaillent peu ensemble et évoluent presque parallèlement. Étant donné ce rapport problématique au genre, on peut donc comprendre que la BD de Bilal soit très peu étudiée par les critiques de bande dessinée. Mais l'univers qu'il a développé est intéressant sous plusieurs points de vue, en particulier dans les thématiques qui nous intéressent ici. S'y croisent certains thèmes et préoccupations récurrentes dans l'ensemble de son œuvre, surtout depuis qu'il fait Cavalier seul, donc il a commencé sa carrière avec Christin et faisait beaucoup plus de la bande dessinée plutôt politique. Donc, s'y croisent certains thèmes et préoccupations récurrentes, les fanatismes politiques et religieux, le contrôle mental sous différentes formes, la corporalité et la conscience, la technoscience et l'art, la mémoire, l'histoire et le mythe. Il est dans la tétralogie du monstre, dans la tétralogie du monstre, 4 bandes dessinées, donc, parues entre 1998 et 2007, donc tout à fait dans notre corpus contemporain. Il aborde tous ces thèmes de différentes manières. Puisque sans doute peu d'entre vous ont lu la tétralogie, je vais amorcer cette analyse en résumant assez en détail les 4 tomes. De toute façon, ça va me permettre d'amorcer un panorama des thèmes qui va être étudiés. Donc, avant d'aborder ensuite la figure du cyborg et du clone synthétique, donc la terminologie n'est pas très stable dans l'œuvre, qui domine le récit en fonction de 2 perspectives, donc que je vais utiliser, celle du cyborg, définie par Donna Haraway, puis la définition de la personne, de l'identité de John Locke, complétée par Leibniz. C'est que la technoscience combinée à l'art chez Bilal est productrice de nouvelles formes humaines, de nouveaux types de conscience, de post-humains. Le premier tome, Le sommeil du monstre, raconte l'histoire de Nike Hatzfeld. Je ne vais pas nécessairement commenter les images, sauf quand c'est nécessaire, mais vous allez pouvoir au moins suivre un peu de quoi ont l'air les personnages ou les scènes. Donc, dans le premier tome, Le sommeil du monstre raconte l'histoire de Nike Hatzfeld, qui se remémore graduellement, en 2027, les premiers jours de sa vie, en compagnie de 2 autres orphelins, Amir et Leila, donc tous les 3, dans un hôpital. Donc, tous 3 sont nés dans Sniper Alley, donc le boulevard au centre de Sarajevo, en 1993, donc en plein milieu de la guerre de Yougoslavie. À travers ce décompte mémoriel, Nike rencontre le double cybernétique d'une ancienne petite amie, qui l'encourage à se joindre à l'Obscurantist Order, mais donc elle va être détruite dès leur rencontre. Et puis elle va se rendre compte donc que c'est un double. L'Obscurantist Order est un mouvement créé en 2017 par les éléments les plus radicaux des 3 principales religions monothéistes pour accomplir la politique de la table rase, qui consiste en une destruction méthodique des biens culturels et scientifiques du monde. Donc les grands monothéistes se réunissent, les radicaux des grands monothéistes se réunissent en une seule religion. Les exécutants donc de l'Obscurantist Order, ou O, sont les éradicateurs, recrutés et soumis grâce à des mouches cybernétiques. Je vais y revenir, est-ce qu'on la voit? Donc, il y a souvent des mouches, vous allez voir, dans les cases de la trilogie. Donc, des mouches cybernétiques, donc dans des camps en Sibérie. Donc, en 2026, la réception d'un message en provenance de la nébuleuse de l'Aigle, par Hubble 4, une station orbitale où travaille justement le personnage de Leila qui est astronaute, à destination du désert du Nefoud, donc qui est en Arabie Saoudite. Donc cet endroit-là qui va recevoir le message provenant de la nébuleuse de l'Aigle va être nommé le site de l'Aigle, qui
qui donc devient un site archéologique. Évidemment, ce message-là va remettre en cause l'existence d'un Dieu unique, ce qui va causer problème à l'Obscurantis Order, comme vous pouvez imaginer. Donc, le docteur Optus Warhol, donc vous voyez en haut à gauche, la première façon dont on le voit, donc il va muter tout au long de la tétralogie. Donc, numéro 3 de l'organisation Obscurantis Order crée alors un double de Nike Hatzfeld et prend le contrôle de l'original, puis l'envoie au site de l'Aigle pour le détruire avec un laser orbital. Mais trahi par son lieutenant, Warhol, ou plutôt une de ses copies, est détruit. Le deuxième tome, 32 décembre, s'amorce 6 mois après. Nike, après sa participation à un happening artistique sanglant, le All White Happening. Je peux peut-être je pense que je suis montré. Ouais, donc ici le All White Happening de Jefferson All Rock, qui était donc la deuxième version de Warhol, qui sont toutes des anagrammes qui évoquent tous Andy Warhol, comme vous l'avez sûrement compris. Est séquestré par Old Raw, donc Nike est séquestré par Old Raw, qui va se révéler être un artiste conceptuel qui pratique le Absolute Evil Art, donc vous voyez en haut. Mais aussi un double cybernétique d'Optus Warhol, donc ce sont tous des doubles, dont en fait Warhol lui-même, il reste seulement une tête dans un bocal. En fait, ouais, donc en haut à droite. Donc, Nike est alors branché contre son gré à 2 de ses propres doubles. Donc, Warhol va créer des doubles de Nike. Il va les brancher à ses doubles. Un qui va rejoindre Leila dans le désert du Nefud et qui va être témoin du site de l'Aigle, donc du site archéologique dont j'ai parlé. Et l'autre qui va aller en Sibérie et être témoin, en fait, un autre happening artistique de Old Raw, qui va être Compression de mort éruptée. Donc, un autre de ses projets d'Absolute Evil Heart. Le double de Sibérie est éliminé par un autre personnage. Les 3 orphelins sont donc toujours isolés et les doubles de Nike sont détruits. Mais Warhol, Old Raw, prend des allures de prophète. Et lorsqu'il annonce aux médias pouvoir expliquer le site de l'Aigle, sa peinture rupestre et les artefacts. Donc, on voit le site de l'Aigle qui est donc une caverne sous le désert du Nefud. Et puis la peinture rupestre qui va être reproduite par tous les témoins. Donc, cette scène se serait passée il y a 72 millions d'années. Un géant de forme humanoïde aurait été tué par un sniper, c'est l'expression de Old Raw, et un artiste, donc le petit personnage, serait un extraterrestre en provenance de la nébuleuse de l'Aigle et qui serait le témoin. Dans le 3e tome, Rendez-vous à Paris, Old Raw en plein délire narcissique, donc Old Raw au centre, en plein délire narcissique, croit tuer son créateur, Warhol, mais le vrai Warhol survit sous la forme d'un fragment parasitaire sur le corps de Nike, qu'on voit en bas à gauche, dont tous les sens, sauf l'odorat, sont inhibés, donc ceux de Nike, pour retrouver Leila. Celle-ci, témoin de la disparition d'un double de Nike, donc j'ai dit qu'un de ses doubles avait été témoin du site de l'Aigle, va disparaître le 32 décembre, d'où le titre, en même temps que tous les témoins du site de l'Aigle. Leila va être hantée dans ses rêves par le visage subtilement vivant de Nike au milieu du désert. Il s'avère qu'il est en fait sur Mars, donc on voit le visage qui va la hanter, qu'il est en fait donc a été projeté sur Mars le 32 décembre. Leila s'engage donc dans la mission vers Mars pour aller le secourir, mais va être remplacée par Warhol par un double la veille de son départ. Finalement, le tome 4, intitulé 4, point d'interrogation, s'ouvre alors que le double de Leila prend le contrôle de la mission vers Mars, donc c'est un double cybernétique, avec des mouches, comme je vous ai parlé. Donc, il va prendre le contrôle de tous les membres de la mission. Il va déclencher une mission de colonisation martienne. Donc, tous les membres de la mission vont se mettre à forniquer pour procréer et créer une nouvelle colonie sur Mars. Warhol va se détacher finalement du corps de Nike, donc, comme vous voyez, mais va donc récupérer le corps synthétique de Old Raw qui s'était rebellé contre lui. Et va donc reprendre son visage original, celui qu'il avait avant même toute cette histoire, donc en bas. Donc, il va prendre le nom de Supo Rollo, donc un autre anagramme.
Et puis, il va réunir autour de lui Nike, Leila, Amir, et va à Paris, donc réunion à Paris, et va leur expliquer ses origines, alors que les doubles de Nike et Leila, donc les doubles cybernétiques, vont donc créer la colonisation martienne. Donc, comme vous l'avez sans doute constaté, la tétralogie de Bilal est peuplée de doubles, hybrides homme, animal, machine, qui jouent différents rôles narratifs et symboliques, et qui, de par leur existence, posent la question du cyborg de manière originale. Mais retournons d'abord à l'origine de cette théorie du cyborg. Dans son désormais célèbre Cyborg Manifesto, Donna Haraway propose d'aborder le cyborg comme une fiction cartographique fertile de la réalité sociale et corporelle, d'une nouvelle conception du corps, de la reproduction et des rapports hiérarchiques. Sa théorie s'inscrit clairement dans un postmodernisme qui propose une post-humanité déhiérarchisée et débarrassée de ses complexes d'unité et d'intégrité. Elle propose une post-humanité qui embrasse sa nature hybride. D'emblée, elle écrit, je la cite, « À la fin du 20e siècle, à cette époque mythique qui est la nôtre, nous sommes tous des chimères, hybrides de machines et d'organismes d'abord théorisés puis fabriqués, en un mot des cyborgs. Le cyborg est notre ontologie, il définit notre politique. » Mais qu'entend-elle exactement par cyborg? Je la cite. « Un cyborg est un organisme cybernétique, un hybride de machines et d'organismes, une créature de la réalité sociale et une créature de fiction. » Et plus loin, le cyborg est une créature qui vit dans un monde post-genre. D'une certaine façon, il n'y a pas, pour le cyborg, d'histoire des origines au sens occidental du terme, une ironie finale, puisque le cyborg est aussi l'horrible télos apocalyptique de l'escalade des dominations occidentales, touchant à l'individuation abstraite. Arrivons donc à la tétralogie du monstre. Quelle forme prennent les cyborgs dans l'univers de Bilal? Mais surtout, que révèlent-ils du social, du politique, des origines et de la fin? On peut distinguer plusieurs types de cyborgs qui cohabitent dans le récit, qui se déroulent dans un monde où les technosciences jouent un rôle important dans la corporalité et le quotidien des individus. Je vais parler en détail de ce côté-là. Mais quelques personnages poussent la logique bien plus loin que la simple prothèse. Nike et Warhol, donc vous avez ici Nike en partie, et d'un côté, et Sacha, Pamela et Leila, donc 3 personnages féminins de l'autre. Évidemment, dans la logique de Haraway, les cyborgs ne sont pas genrés, sexués. Mais chez Bilal, ils sont conçus comme des doubles, et les originaux, eux, le sont sexués. Il apparaît donc une certaine distinction entre les cyborgs masculins et féminins, qui marque l'évolution vers un idéal cyborg non atteint. Les cyborgs masculins, les doubles de Nike et de Warhol, sont des extensions sensorielles des originaux, contrôlés en partie par eux dans une logique de domination et de perception plus globale du réel. Donc ici, vous voyez que l'original et la copie presque identiques vont se connecter par un casque, et puis donc l'original va réussir à percevoir le réel à travers les sens de ses copies. Mais ça peut aller jusqu'à plusieurs copies simultanément. Donc, il peut percevoir le réel. Par exemple, l'objectif de Warhol, c'est de percevoir le réel par 18 copies simultanées. Donc, on voit que la perception du réel est complètement changée. Donc, Warhol va en fait créer des doubles à Nike. Donc, il va imposer des doubles à Nike et le forcer à se connecter dans le but avoué de tester son propre système. Je cite Warhol, « J'ai 18 répliques du type Old Rock qui attendent un feu vert. Vous êtes là pour l'ultime test. Si l'expérience de vos 2 répliques est probante, je lance mon opération. Vous imaginez être présent dans 18 lieux différents dans le monde, dans des secteurs clés, bien entendu, et créer des réseaux en contrôlant tout d'ici. Vous imaginez. » On voit qu'il y a vraiment un objectif de contrôle, de domination du monde jusqu'à un certain point. La possession de doubles est alors présentée comme un outil transhumaniste pour atteindre une certaine immortalité, mais aussi un outil de narcissisme absolu, évidemment. De la tête dans un bocal rempli de poissons primitifs et maintenu en vie par un système technologique que vous avez vu ici, au double synthétique, donc comme Ulra, le personnage de Warhol est profondément marqué par des hybridités de toutes sortes. Il est au départ un extraterrestre humanoïde, arrivé sur Terre il y a 72 millions d'années. Or, la persistance de son existence s'explique par différentes mutations dans l'histoire de l'évolution. La décomposition de son corps original, donc de l'extraterrestre qui serait arrivé sur Terre, aurait contaminé la biosphère terrestre avant de s'insinuer dans les failles de l'évolution.
à travers les placodermes, des poissons fossiles disparus bien avant son arrivée. Déjà sur le plan biologique, son existence est un anachronisme, ou peut-être que c'est le récit de ses origines qui pose problème, basé sur un site archéologique, le site de l'Aigle, qui tient plus de la mise en scène et du simulacre que de l'artefact crédible. Sa forme finale est d'ailleurs encore plus problématique. Le Warhol qui parasite le corps de Nike, donc ici, réussit à récupérer le corps synthétique de Ulra et à l'utiliser pour reprendre sa première forme humanoïde, celle découverte dans un miroir dans les tranchées de Verdun. Donc, dans sa mémoire, il finit par se rappeler la première forme humanoïde qu'il a pris, et c'était pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées de Verdun. Il devient donc, c'est cette image-là, en fait, qu'il a découvert dans le miroir. Il devient donc un parasite de sa propre créature artificielle déloyale. On peut difficilement faire plus hybride. D'un autre côté, les cyborgs féminins sont différents. Les doubles de Pamela, donc la seule image que j'ai, je pense que c'est celle où elle est un peu détruite. Donc, les doubles de Pamela, une ancienne petite amie de Nike, sont conçus pour être au service de l'Obscurantist Order et de Warhol lui-même, un agent du FBII, donc Federal Bureau of International Investigation, explique à Nike, je le cite, « Votre Pamela bionique était chargée de la première phase de votre instrumentalisation. Mais encore, je viens de recevoir le rapport d'autopsie la concernant. Elle était truffée de microscanners plus ou moins sophistiqués. La moindre parcelle de sa peau, de ses muqueuses, était en mesure de mémoriser numériquement tout ce que les 5 sens de l'être humain peuvent ressentir. Vous passiez une seule nuit dans les bras de cette créature et vous étiez digitalisé dans vos moindres particularités, mentales ou physiques. » Cette version de Pamela, dont l'artificialité est mise en évidence dès le départ par ses yeux froids, sa voix numérique et son défaut de langage, elle inverse les P et les F dans toutes ses phrases, ce qui fait qu'elle présente son ami Puck comme Monsieur Fuck. Donc, on voit tout de suite le décalage. Ce double-là, Pamela, a donc pour fonction de créer des cyborgs. Elle est un numérisateur d'êtres humains, et sa rébellion, ou plutôt la rébellion d'un de ses doubles, parce que celui-là a été détruit, surprend donc d'autant plus. Elle s'émancipe donc de son créateur Warhol et contribue à le détruire, en fait. C'est donc elle qui va être à l'origine de la destruction du premier double de Warhol. Selon Haraway, je la cite, « Le cyborg est résolument du côté de la partialité, de l'ironie, de l'intimité, de la perversité. Il est par principe d'opposition utopiste. Le monde cyborg met en question les relations qui servent à constituer des tout à partir d'éléments disparates. Loin de caresser les espoirs du monstre de Frankenstein, le cyborg n'attend pas de son père qu'il le sauve en restaurant pour lui le jardin d'Éden, c'est-à-dire en façonnant à son intention un alter ego hétérosexuel, en faisant enfin un tout achevé, une cité, un cosmos. Le cyborg ne reconnaîtrait pas le jardin d'Éden, il n'est pas fait de boue et ne peut rêver de redevenir poussière. On verra que cet Éden est effectivement détourné chez Bilal, puisqu'il apparaît sur Mars. On peut difficilement faire plus différent de l'Éden biblique. Pour Haraway, le cyborg peut apparaître grâce à l'apparition de 3 brèches dans la continuité traditionnelle des frontières. La frontière humain-animal, la frontière entre l'organique et la machine, et la frontière entre le physique et le non-physique. Laissons tomber la dernière frontière, fondée sur une interprétation plutôt libre de la théorie des quanta et du principe d'incertitude. Bilal, via le personnage de Warhol, questionne les 2 premières brèches en variant les formes et les hybridations de lui-même et de ses créatures. En fait, l'instabilité de sa forme et de son image finit par dissoudre complètement ces frontières. Mais revenons à la première frontière qui s'effrite, celle qui sépare l'homme de l'animal, à la fin du 20e siècle selon Haraway, mais dont l'effritement s'est amorcé, selon moi, plutôt dans le dernier quart du 19e avec les publications de Darwin. C'est précisément là où la frontière entre l'humain et l'animal est transgressée que le cyborg apparaît dans le mythe. Donc, c'est Haraway. Loin d'être les signes d'une absolue séparation entre les bipèdes et les autres vivants, les cyborgs sont des symptômes d'accouplement dérangeant et délicieusement forts. Chez Bilal, cette question apparaît surtout dans l'évolution du personnage de Sacha. Sacha. Dès sa première apparition, elle apparaît comme un cyborg assez classique,
Donc, Sacha n'est jamais doublée. Donc, on parle d'un autre type de cyborg tout de suite. Donc, dans sa première apparition, elle porte en fait une combinaison Kailin, qui est une genre d'uniforme high-tech qui permet de voler et s'apparente à une prothèse exosquelettique qui multiplie les possibilités corporelles. Donc, en fait, c'est emprunté à l'armée. Donc, c'est une forme de cyborg un peu plus classique, c'est-à-dire qui est vraiment de l'ordre de la prothèse technologique qui est ajoutée au corps. Arrivée dans les camps, donc elle est donc engagée avec Amir pour un contrat un peu obscur qu'elle ne sait pas trop dans quoi elle s'embarque. Elle va donc arriver un peu contre son gré dans les camps des éradicateurs en Sibérie, dont j'ai parlé tantôt, de l'Obscurantist Order. Elle est soumise par une mouche artificielle. Là, on la voit, la mouche, ici dans sa main. Qui va donc la contrôler mentalement. C'est donc la mouche qui prend complètement le contrôle de son corps. Elle devient donc éradicatrice, véritable cyborg, mais au corps naturel et à l'esprit artificiel. C'est le robot qui contrôle et utilise la mécanique humaine. Lorsqu'elle est libérée finalement de l'emprise de sa mouche, elle n'est plus la même. Sa peau devenue hypersensible est désormais noire anthracite, noire mouche. Donc, on la voit en bas à gauche. Son hybridité est alors en surface, mais affecte profondément sa perception d'elle-même. Elle perçoit sa propre monstruosité comme une marque de l'autre sur sa peau, l'autre mouche, l'autre animal et synthétique, imposé par Warhol. Mais le seul médecin capable d'inverser l'hybridation est tué par un des happenings de Warhol, la pluie noire corrosive de l'éructation de mort compressée. Je vais peut-être juste vous le montrer. C'est un de ses projets, donc on le voit à gauche, un de ses projets de Absolute Evil Art, qui est donc un happening artistique qui tue les critiques artistiques en premier, parce que c'est eux qui sont venus assister à l'événement, évidemment. Donc, on va revenir à Sacha. Donc, à partir de là, l'identité et la corporalité hybride de Sacha évoluent. Sa peau devient tachetée, donc en bas à droite. Son identité humaine semble en voie de prendre le dessus, jusqu'à ce qu'elle tombe malade, qu'on apprenne que sa mutation était plus profonde. Son corps est envahi progressivement par l'artificialité. Elle se cyborgise par contamination. Le médecin explique son état, je le cite, « C'est très délicat. Il y a d'abord eu une grossesse, avortée si j'ose dire, faute d'organes adéquats. Saviez-vous que votre femme était de nature hybride? Ce n'est pas tout à fait une réplique, mais 30% au moins de son métabolisme sont d'origine synthétique. Et c'est en évolution constante. Le problème, c'est que la mutation est contrôlée de l'extérieur. En fait, c'est une mouche. » Puis, un second médecin, qui est celle-là, en fait, on voit que le prosélytisme religieux est assez implanté dans la tétralogie. Puis, un second médecin, donc, explique, je la cite, en fait, « C'est une des toutes dernières maladies orphelines. La pathologie est due à diverses injections de produits synthétiques intelligents. Ces produits copient certains organes, les phagocytent, mutent et prennent leur place. » Amir élimine la mouche, donc, qui contrôle la mutation, responsable de la contamination, mais élimine par le fait même toute la mémoire et la conscience de Sacha, qui régresse à un état complètement animal, en fuite, inconsciente de son humanité, qui n'existe plus. Donc ici, on la voit en fuite, qui n'est plus du tout consciente d'avoir jamais été humaine. À travers toutes ces variations dans son hybridité, Sacha bouleverse autant les frontières homme-animal que biologique-mécanique. Sa contamination par la mouche, puis sa régression finale à l'animalité, est le symptôme de cet accouplement dérangeant qui remet même en question la distinction entre bipèdes et les autres vivants propres aux cyborgs selon Haraway. La naissance de cet être nouveau, qui est Sacha mutante, remet en question la reproduction hétérosexuelle et apparaît bien plus comme une fusion, encore bien instable, animal-machine-humain. Cette instabilité vient évidemment du rejet par le corps de Sacha, mais aussi par son esprit. Sacha pourrait représenter le cyborg idéal, mais la nature idéologique et imposée de la fusion a forcément un résultat stérile. D'où la grossesse avortée, faute d'organes nécessaires. Sacha cyborg ne peut être fertile. L'image du cyborg de l'avenir apparaît plutôt sur Mars, à travers le couple des clones, donc les clones, ils appellent ça des clones synthétiques à certaines occasions, de Leila et de Nike, qui prennent en charge la colonisation de Mars. Je pense que c'était avant. Ouais.
Rien à voir avec Adam et Ève et le Jardin d'Éden. La fondation, la genèse de la colonie martienne ne sera pas l'œuvre de Dieu pour ces créatures, mais l'œuvre des créatures elles-mêmes dans un terreau infertile, un motif récurrent dans la tétralogie. Donc, on voit que c'est la naissance dans Sniper Alley, la Sibérie, le désert du Nifut. Donc, on voit que le motif de la terre infertile est récurrent. Donc, ici, le désert martien. Et le peuplement est aussi pris en charge par le couple cyborg qui est non sexué, contrairement aux originaux, qui manipulent donc les vrais humains, ceux qui les accompagnent, à l'aide de mouches et les poussent à la reproduction, comme j'ai dit tantôt. Les premiers martiens seront donc biologiquement humains, mais les fils et filles des cyborgs émancipés de l'humanité. Rollo, donc la dernière version de Warhol, revendique la paternité du projet de colonisation martienne, responsable de l'envoi en fait du cyborg Leila sur Mars. Mais lui-même transcende l'humanité sexuée patriarcale. Il est un être hybride, animal, homme, machine et extraterrestre. C'est par l'art brutal qu'il répond à la brutalité de l'humanité, allant même jusqu'à faire sienne une citation de Malraux. La seule partie vraiment sérieuse de l'humanité, ce sont les femmes qui, elles, ne se massacrent pas. Le projet martien correspond donc tout à fait à la communauté cyborg d'Haraway, détruisant le besoin de mythes des origines, d'explications globalisantes, holistiques du monde et de l'existence, de reproduction hétérosexuelle et de frontières artificielles entre les catégories du vivant et de l'artificiel, de hiérarchie et de triangle édipien. Mais le dédoublement et la coprésence de cyborgs n'est pas sans problème sur le plan de l'identité et de l'individu, évidemment. Le premier problème de cette nature qui survient est que les doubles eux-mêmes se perçoivent comme des originaux et assument cette identité à la surprise du Nike original. Donc, excusez-moi, c'est après. Oui, ici. Donc, la première fois qu'il fait l'expérience du double, en fait, son double est en train... non, j'avais pas là. Il est en train de coucher avec Leila. Puis là, il dit... excusez-moi. Donc, Nike dit, c'est de la folie, votre double de moi de merde croit vraiment être moi. Donc, on voit vraiment qu'il y a tout de suite un problème dans cette perception-là de l'autre. Pourtant, c'est son double, au fond. Mais c'est forcé sur Nike, donc. Or, le dédoublement de la conscience est problématique si on parle de la définition en particulier de l'identité de Locke. Je parle, en fait, d'une analyse que Kasunoges fait à partir, justement, de ces théories-là dans la fiction. Donc, Locke, dans un chapitre de l'essai concernant l'entendement humain, donc un chapitre qui s'appelle « De l'identité et de la diversité », écrit « Ce que représente la personne, c'est, je pense, un être pensant et intelligent, doué de raison et de réflexion et qui peut se considérer soi-même comme soi-même, une même chose pensante en différents temps et lieux. L'identité de telle personne s'étend aussi loin que cette conscience peut atteindre rétrospectivement toute action ou pensée passée. C'est le même soi, maintenant qu'alors, et le soi qui a exécuté cette action est le même que celui qui à présent réfléchit sur elle. » Or, le double cyborg possède cette conscience, cette reconnaissance du même, mais sa mémoire est factice, ou plutôt ne correspond pas au vécu de son corps, parce que les doubles peuvent continuer à évoluer dans le monde malgré qu'ils ne sont pas en connexion avec l'original. Donc, l'original n'est pas toujours en connexion avec les doubles. C'est le répliquant de Blade Runner. Si les souvenirs sont programmés, c'est que la conscience du même n'est que simulation, et donc que l'identité n'est que simulacre. Mais qu'est-ce que ça révèle sur l'identité de l'original? Et qu'arrive-t-il lorsque le corps original ne survit pas, il ne subsiste que l'identité simulacre dans un double artificiel? Après le All-White Happening, donc ici, alors que toutes les répliques se sont entretuées, donc c'est ça le happening, c'est toutes des répliques cybernétiques, donc. Allra, donc, déplore, et je le cite, « Dommage, c'était la dernière Pamela Fisher en service, et je ne suis pas sûre d'avoir conservé son profil numérique. La vraie Pamela Fisher est morte depuis si longtemps. » Donc, la conscience existe alors en dehors d'une existence biologique, et les cyborgs apparaissent comme une forme de transhumanisme qui serait basée sur une reproduction asexuée par dédoublement. L'identité n'a plus de corps biologique auquel se référer. Kasunoges développe, je le cite, « Puisque le soi ou la personne est déterminé par la conscience et par conséquent de façon intérieure, il n'est pas lié à son incarnation particulière et peut se retrouver lui-même en d'autres temps et en d'autres lieux, dans un autre corps par exemple, pourvu que la conscience
lie ce passé à ce présent. John Locke élabore sa définition de la personne à partir de deux fictions, donc dans le texte de John Locke original. La première imagine qu'une personne puisse occuper successivement deux corps différents. C'est l'histoire d'un prince et d'un savetier qui échangent leur âme. Et la seconde propose qu'un corps peut donner lieu à deux personnes, c'est l'homme du jour et de la nuit, qui cohabitent dans le même corps. C'est donc des fictions philosophiques, en fait, des expériences de pensée. Ainsi, la définition de l'identité passe dès le départ par la fiction. D'ailleurs, Leibniz, qui commente les définitions de Locke, introduit une troisième fiction de la personne pour compléter les deux premières, celle de la Terre jumelle. Il propose l'existence d'une planète lointaine, presque en tout point identique à la nôtre, et où vivraient nos doubles. Si Dieu décidait d'échanger les âmes entre les deux copies d'un même individu, et que les deux ne puissent s'en rendre compte, est-ce qu'on pourrait alors parler de la même personne, ou de personnes distinctes mais similaires? Si on s'en tient à Locke, les deux individus de cette fiction représentent la même personne, puisque leur conscience de leurs actions passées est identique et révèle à chacun le même soi. Mais si on en croit Leibniz, je le cite, l'identité personnelle est manifestée par la conscience, mais fondée sur l'identité de la substance qui constitue le sujet. Il faut donc parler de deux individus distincts et à peu près identiques. À partir de ces trois fictions philosophiques de Locke et Leibniz, Kasunoges suggère que le seul moyen de répondre à cette question de la personne est d'aborder ce qu'il nomme les fictions de la personne, mais des fictions littéraires cette fois. Donc, il va analyser des textes littéraires. Il questionne donc Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Dr. Lern et Avatar de Théophile Gautier et d'autres textes. Tous ces récits de fiction ont en commun de présenter des échanges de conscience entre individus ou des corps partagés entre deux consciences. Ces échanges et ces cohabitations se font selon différentes approches métaphysiques. Dualiste d'abord, lorsqu'il est question d'un transfert d'âme par un procédé comme le mesmérisme, donc dans Avatar de Théophile Gautier entre autres, et matérialiste, lorsque c'est le cerveau lui-même ou au moins une trace biologique qui doit être transférée d'un corps à l'autre, comme dans Dr. Lern. Or, dans la science-fiction, à partir des années 50, Kasunoges identifie une troisième métaphysique qui s'appliquera ici à Bilal, la métaphysique fonctionnaliste. Il ne s'agit ni de transférer une âme, ni un cerveau, mais de considérer que la personne, la conscience, n'est qu'un schéma neuronal, des données en somme, qui peuvent être reproduites artificiellement dans un autre réseau neuronal, informatique, c'est la cybernétique, ou biologique, c'est la neuroscience. Nous sommes donc à l'ère de l'information et donc de la cybernétique. Dans Reasons and Person, Derek Parfit, que Kasunoges cite, propose un ensemble d'expériences de pensée sous forme de fiction philosophique pour aborder la question de la conscience et de l'identité, dont celle du télétransporteur. Dans le futur, un homme qui doit être télétransporté sur une base spatiale subit une erreur technique et l'original sur Terre n'est pas détruit comme prévu. L'individu se retrouve à exister en double et les deux copies, en tout point identiques, refusent évidemment d'être celui qui va être détruit. Je cite Kasunoges, Parfit s'appuie sur cette expérience pour ajouter une restriction à la définition de Locke que la conscience ou la continuité psychologique ne peut définir une personne qu'à la condition que personne d'autre n'ait le même lien avec le même passé. Dans sa tétralogie, Bilal réalise presque un portrait complet des possibles fictions de la personne, du moins les trois possibilités énoncées par Locke et Leibniz. On voit donc apparaître les doubles de Nike, croyant tous être des originaux, possédant donc toute la conscience de Nike, suivant chacun leur trajectoire indépendante. Ensuite, les mêmes doubles de Nike, mais qui sont reliés à la conscience du Nike original et qui parvient à percevoir leur expérience du monde à distance et à travers le prisme de sa propre conscience dédoublée, presque parfaitement. Il y a des détails qui sont liés à la narration. Finalement, le Nike original est aussi parfois contrôlé par une conscience autre, parasitaire, celle de Kobea, le lieutenant de Warhol dans le premier tome, ou de Warhol lui-même, lorsqu'il est littéralement un parasite sur sa peau. Mais malgré tout, et peut-être avant tout, l'identité, la personne de Nike et celle de Warhol se fondent précisément sur une continuité, un récit dont on peut clairement retracer l'origine et le déroulement. La mémoire est ici fondamentale dans leur construction identitaire. Leur quête est donc de retracer et d'établir le plus précisément possible leurs origines par une vraie remémoration, comme processus cognitif, et non par des preuves extérieures ou indirectes. Il s'agit des premiers jours de sa vie à Sarajevo en 1993 pour Nike,
Donc, c'est un spécialiste de la mémoire. Il réussit à se rappeler le jour de sa naissance. Et l'arrivée sur Terre, il y a 72 millions d'années, et la prise de conscience de son anthropomorphie à Verdun en 1915 pour Warhol, qui sont deux naissances. Leur identité ne peut s'inscrire dans une continuité du corps, puisque celui-ci est dédoublé et transformé constamment, comme on l'a vu déjà beaucoup, mais dans une continuité de la conscience, qui est ici une mémoire. L'objectif de cette remémoration devient donc, pour les deux, la création d'un mythe personnel de l'origine, un mythe sur lequel fonder une identité plus stable. Pour Nike, ce mythe prend la forme de la naissance d'une trinité orpheline au cœur d'une guerre fratricide, donc Sarajevo. Et pour Warhol, elle s'incarne par l'art, l'Absolute Evil Heart et plus tard l'Absolute Evil Fight. Donc, quand il va se changer pour la dernière fois, il va décider de changer pour l'Ultimate Evil Fight. Et dans un lieu, le site de l'Aigle et son équivalent martien, et se réalise par une narration, celle de son histoire perdue dans les dédales du temps, et finalement reconstruite sous forme de biographie, écrite puis détruite par Nike, de peur des répercussions des intégristes religieux. C'est comme ça que se clôt la tétralogie. La question identitaire semble donc résolue par la narration et la mémoire, mais il est évident que ça ne résout pas la question plus globale de l'identité post-humaine qui se pose d'une multitude de façons. Ici, c'est l'identité de l'original qui est résolue, et non celle des doubles qui demeurent. Est-ce que le dédoublement est un fractionnement identitaire ou est-il un surplus d'identité? Dans une métaphysique fonctionnaliste, est-ce que les consciences se copient ou se multiplient avec le dédoublement? Est-ce qu'il s'agit de copie? Et s'il s'agit de copie, alors comment admettre la coexistence d'une même conscience?